Bienvenue à tous. Donc, bienvenue à cette webinaire qui sur la fiche de lecture critique, comment bien lire un article scientifique. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le projet Alliance SHS Afrique, donc, qui vise à renforcer les compétences des instituts de santé africains dans la prise en compte des dimensions socioculturelles des épidémies et de mettre à disposition les outils d'investigation adaptés à la recherche en contexte épidémique. Donc, ce projet est, associé à 6 partenaires, dont plusieurs du Pasteur Network, l'Institut Pasteur de Madagascar, l'Institut Pasteur à Paris, l'Institut Pasteur de Tunis, le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES au Niger, l'Institut Pasteur de Dakar, le Centre régional de recherche et de formation CRCF au Sénégal. Donc, ce webinaire s'inscrit dans la composante 2, dans laquelle on prévoit entre autres la mise en place de cycles de webinaires pour guider les participants dans les différentes étapes de la démarche scientifique. Donc, comme nous avons, la plupart d'entre nous, je l'espère, déjà assisté au premier webinaire le 11 janvier sur les défis méthodologiques de la recherche qualitative. Donc, comme suite logique, on va s'intéresser aujourd'hui à la lecture critique et à l'analyse documentaire. Donc, ce webinaire aborde les compétences essentielles pour la lecture efficace et critique d'articles et de textes scientifiques. Donc, les participants, donc vous tous ici présents, apprendront à identifier les éléments clés d'un article, à synthétiser les informations importantes dans une fiche de lecture structurée et à développer une analyse critique en évaluant la méthodologie, les résultats et les implications de la recherche. Donc, l'objectif ici, donc aujourd'hui, est d'améliorer la compréhension et la capacité d'évaluation des articles scientifiques, favorisant ainsi une lecture plus informée et une utilisation efficace de la littérature académique. Donc, aujourd'hui, nous allons accueillir 2 intervenantes. Tout d'abord, le docteur Cyrine Bouhabid, docteur en biologie, postdoctorante à l'Institut Pasteur de Madagascar, dans l'unité épidémiologie et recherche clinique et dans l'équipe santé et sciences sociales qui s'intéresse surtout à l'anthropologie et la recherche, l'étude qualitative. Ensuite, le deuxième intervenant sera le docteur Fanny Attas, doctorante en anthropologie à l'École normale supérieure de Lyon. Elle travaille depuis 2020 en Guinée sur la question des ontologies du One Health, de la surveillance épidémique et de la santé en général. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser d'abord à l'intérêt de la lecture, surtout la différence entre une simple lecture et la lecture critique, la lecture scientifique. Et ensuite, le docteur Fanny, donc, dans un deuxième temps, va nous présenter un outil qui est la fiche de lecture dans la mise en place de cette lecture scientifique. Donc, sans plus attendre, je tiens quand même à rappeler de remplir le formulaire sur notre fiche de présence, donc sur le chat, avant de commencer. Et maintenant, je vais donner la parole à notre première intervenante, le docteur Cyrine Bouhabid. À vous la parole. Donc, merci Timothée pour cette introduction. Et comme tu l'as mentionné, dans le cadre de notre cycle de webinaire, on essaie un peu de guider les jeunes chercheurs dans la démarche scientifique et notamment durant le dernier webinaire présenté par Chiarella Metarn et professeur Jean-Pierre Olivier de Sardan. Chiarella a mentionné que la lecture faisait partie des étapes les plus importantes dans la recherche et d'où l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. Alors,
Je voulais juste commencer par une petite métaphore parce que, à mon avis, la lecture, c'est comme un équipement essentiel pour un explorateur qui se lance dans une expédition scientifique. Et donc, chaque livre, article ou document consulté est un outil précieux et qui va permettre à cet explorateur de cartographier un peu son terrain, d'identifier les points d'intérêt et de découvrir surtout de nouvelles perspectives. Et donc, tout comme un explorateur prépare son équipement, le chercheur doit aussi se préparer en lisant la littérature pertinente pour sa recherche. Donc, dans les cadres de nos recherches, en fait, il y a plusieurs raisons de lire et la lecture est une étape importante, peu importe le stade de notre recherche. Ça nous permet tout d'abord d'acquérir des connaissances préalables, d'identifier le contexte et les lacunes, de nous inspirer de nouvelles idées et générer de nouvelles idées, justement, lire pour écrire et surtout développer une compétence critique. En anthropologie, justement, la lecture nous permet d'avoir une meilleure compréhension des cultures et des sociétés humaines, et cela nous aide à élargir un peu nos perspectives sur la diversité humaine et à développer une meilleure compréhension, de contextualiser surtout les phénomènes sociaux, justement en leur mettant dans un contexte historique, environnemental et culturel, et ça nous permet d'éviter un peu de généraliser et d'appréhender les sociétés dans leur complexité. Elle nous permet aussi d'apprendre des méthodes de recherche parce qu'en consultant des textes ou des ouvrages et des articles, on peut mettre en application les recherches qui ont été mobilisées dans d'autres études et ça nous permet aussi d'apprendre de nouvelles méthodes. J'insiste encore une fois sur lire pour écrire et on va par la suite savoir pourquoi. Et enfin, elle nous permet aussi de développer une approche un peu critique et une analyse critique et une réflexion. Alors, pourquoi lire? C'est une question qui nous paraît un peu, avec une réponse un peu évidente. Oui, c'est évident, mais seulement si on se limite juste à lire pour absorber les connaissances. Mais en fait, lire, c'est un acte qui nous invite à la réflexion et surtout pour développer un positionnement critique. Donc, la vraie question, c'est faut-il vraiment réfléchir à la manière dont on effectue cet acte qui nous paraît acquis ou évident? La réponse est oui, et ça commence un peu par se détacher d'une vision un peu unilatérale où on a juste une absorption du savoir de l'auteur-lecteur et de développer une vision un peu multilatérale, interconnectée et susceptible de rendre intelligibles des phénomènes étudiés de manière holistique, mais surtout critique. Comme ça, on a des savoirs extraits de la littérature et qui devraient être amenés à communiquer entre elles et à interagir entre elles pour pouvoir développer un écosystème équilibré de savoir. À mon avis, il y a une différence entre lire un roman au bord de la plage et lire vraiment un article scientifique. Et en fait, la différence, c'est justement de pouvoir appliquer un peu ou d'avoir un peu cette approche critique. Et la lecture critique a plusieurs sens. Ça nous permet de reconnaître les auteurs, les objectifs sous-jacents, leur agenda pour pouvoir les intégrer dans notre propre évaluation. Ça nous permet aussi d'identifier à la fois les affirmations principales et celles qui sont dissimulées. C'est pour analyser, réfléchir, évaluer et surtout avoir cette capacité à juger le texte et adapter un esprit critique qui maintient une distance et à pouvoir développer un scepticisme entre guillemets bienveillant envers ce que disent les auteurs. Et surtout, une lecture critique ne veut pas dire qu'on va faire juste un résumé du texte. On va savoir pourquoi par la suite. Donc, imaginez qu'on va commencer à avoir, on a un nouveau sujet de recherche. Donc, la première chose à faire, c'est de faire la veille la veille de la littérature. Et on a vraiment peur, des fois, de se noyer dans des dizaines et des dizaines d'articles. Et là, la première stratégie à mettre en place, c'est bien choisir ses lectures. Tout d'abord, on peut commencer par utiliser des bases d'abstracts de recherche d'articles à travers des mots-clés, des noms d'auteurs associés à notre sujet. Par la suite, on peut utiliser une liste de lectures recommandées dans notre domaine, que ce soit recommandée par notre superviseur, par l'université ou par notre collègue, y compris celles qui ont été en fait publiées auparavant. Et à fur et à mesure qu'on commence à lire, il vaut mieux de noter les textes les plus souvent cités et surtout consulter la bibliographie de l'article.
On peut établir une liste de 3 ou 4 revues, publiant le plus souvent des articles recommandés ou fréquemment cités, et ensuite vérifier quels livres ont été commentés dans les revues académiques récentes. Et là, on peut avoir, en fait, on peut rétrécir notre liste, mais tout en ciblant nos lectures. Ici, je vous ai présenté quelques ressources en open access que vous pouvez consulter. Il y a par exemple le Google Library Project, il y a Google Scholar, il y a Internet Archive, Europeana, Gallica. Et les deux derniers, vu qu'on peut les consulter, enfin, c'est autorisé en Afrique, il y a Library Genesis où vous pouvez télécharger des ouvrages scientifiques récemment publiés et Sci-Hub pour les articles. Et donc, comme ça, en fait, c'est dire que une lecture efficiente elle requiert en fait un équilibre entre l'approfondissement dans notre lecture et la rapidité, tout en se focalisant sur notre objectif principal. Ce qui va nous amener vers la deuxième stratégie à mettre en place, c'est de se focaliser sur une question centrale et de poser des questions spécifiques. Donc, en effet, au début de notre veille quand on commence à lire nos articles, on a une question centrale, ça c'est sûr. Après, on commence à maîtriser notre sujet, et quand on maîtrise notre sujet, on peut en fait poser des questions spécifiques, et là, on peut mieux cibler nos lectures. Ensuite, il y a une autre stratégie, c'est d'évaluer l'utilité de ce que nous sommes en train de lire. Ça veut dire identifier et évaluer les arguments. Et là, dans un texte scientifique, un argument, c'est une conclusion. Et je ne parle pas de la conclusion générale de l'article, mais la conclusion d'un point qui a été présenté par un auteur spécifique avec ses justifications. Et là, on aura la capacité d'évaluer si cet argument est convaincant ou pas. Et si c'est convaincant, après, on peut identifier aussi les conclusions, que ce soit erronées ou incomplètes. Et là, on peut faire le lien avec la lecture critique et l'écriture. Pourquoi? Parce que si on commence à développer cette approche un peu critique pendant notre lecture, on aura aussi la capacité d'avoir une écriture qui va nous permettre d'exiger nous-mêmes des preuves pour soutenir nos affirmations, justement, quand on présente nos arguments. Ça va aussi nous permettre d'éviter des raisonnements illogiques à mentionner dans nos textes ou nos articles. Et aussi, nous serons en mesure d'anticiper un peu les expectations, entre guillemets, de nos futurs lecteurs critiques. Alors, quand on a commencé à préparer cette présentation avec Fanny, on a vu qu'il existe plusieurs techniques et plusieurs outils pour développer un peu cette approche critique. Mais généralement, ça tourne autour de 5 grandes questions critiques. La première, c'est pourquoi je lis cet article? Et là, on est censé répondre à cette question au début de notre lecture, vu qu'on connaît très, très bien notre objectif et nos objectifs spécifiques. La deuxième question, c'est quel est le but de l'auteur? Et logiquement, on a cette réponse quand on commence à lire l'article ou tout au long de notre lecture. Parce que là, l'auteur, il est censé présenter son but, sa méthodologie, que ce soit au niveau de l'abstract, de l'introduction ou même dans la conclusion. La troisième question, c'est quelles informations les auteurs fournissent-ils et qui sont pertinentes par rapport à ce que je souhaite découvrir. Et là, en fait, on va vraiment se concentrer sur le contenu du texte, sa structure, les arguments qu'il présente, tout en gardant en tête, bien évidemment, si ces arguments sont convaincants ou pas, ce qui nous ramène à la question numéro 4, c'est est-ce qu'on est en capacité de justement évaluer les arguments présentés par l'auteur. Et finalement, pour résumer, comment puis-je tirer parti de ce que j'ai lu? Et là, en fait, la réponse est simple. Soit on va mentionner cet article ou cet ouvrage de manière assez rapidement, ou bien on est obligé de le relire de manière beaucoup plus détaillée. Et là, la réponse à cette question vient à la fin de notre lecture. Alors, il existe plusieurs techniques et outils à utiliser, comme j'ai mentionné précédemment. Il y a par exemple la technique du SQ3R. Donc, bon, c'est un peu anglais, mais j'ai essayé de la traduire en français. En fait, en gros, c'est vraiment survoler les textes pour connaître un peu sa structure, poser des questions,
lire, restituer, mais en utilisant nos propres mots. Donc, bien évidemment, quand on prend des notes au bout, enfin, à côté de la page, on prend des notes, des mots-clés, etc., etc., et qu'on a la capacité de reformuler ce que l'auteur a dit, mais avec notre propre mot, et récapituler pour évaluer le texte. Il y a une autre technique qui s'appelle le EECA, mais c'est la même chose, c'est vraiment examiner, évaluer, établir, comparer, argumenter. Ces deux techniques-là, en fait, elles sont un peu, comment dire, time consuming. Ça nécessite beaucoup de temps parce que ça nécessite de poser genre 12 questions pour la première, 20 questions pour la deuxième, et c'est un peu long et lourd pour l'étudiant. Il y a une autre technique qui a été récemment développée, qui est un système de codage. Et là, en fait, au niveau de l'introduction, on peut surligner, par exemple, la problématique. Et là, on peut dire, là, c'est vraiment la problématique, tout en mentionnant les mots-clés et en reformulant un peu, par exemple, la problématique proposée par l'auteur avec ses propres mots. Et on peut faire ça tout au long du texte. Il y a bien évidemment la fiche de lecture et on aura par la suite le plaisir de la voir en détail avec Fanny. Ici, on a mis quelques recommandations pour mieux lire. Alors, tout début, enfin, moi, quand on a commencé à faire, à préparer cette présentation, j'imagine que la lecture, en fait, c'est une communication entre le lecteur et l'auteur. Et en fait, cette communication nécessite vraiment une immersion totale de ce que nous sommes en train de faire. Et donc, du coup, il faut éviter les mauvaises pratiques, notamment les interruptions. Par exemple, il faut se déconnecter de son téléphone, ne pas consulter ses emails. Ça nécessite une discipline et c'est la raison pour laquelle il y a quelques tips aussi à mettre en place. Par exemple, faire un timeline et se dire aujourd'hui, je vais en fait consacrer 2 heures pour mes lectures avec des objectifs réalisables. Et voilà, on peut faire ça tout au long de notre voilà, activité. Alors, lire et lire. J'insiste sur ça parce que, à mon avis, c'est comme si on essaie de contempler un tableau impressionniste. À chaque fois, on retrouve des détails qui sont assez impressionnants et c'est enrichissant et ça nous mène à mieux lire et à mieux comprendre le texte. Parce que la première lecture n'est pas comme la deuxième, n'est pas comme la troisième. Et en fait, c'est des layers et à chaque fois, on découvre de nouvelles informations et des détails qui sont assez impressionnants et enrichissants pour notre activité de lecture. Lire est souvent une activité solitaire, c'est vrai, mais elle peut aussi être partagée en groupe. Et il y a plusieurs avantages de partager cette activité en groupe. Et ici, dans notre laboratoire, on a mis en place un journal club où on choisit en fait un chapitre dans un ouvrage, on lit et après on commence à discuter. Et ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension, peut-être en fait, les échanges seront beaucoup plus enrichissants et même notre niveau de compréhension par rapport à ce qu'on a lu. Éviter les raccourcis. Alors, on peut tirer parti des abstracts et de l'introduction, mais on ne peut pas dire qu'on a compris le texte juste en se limitant à l'abstract et l'introduction. Ce qui nous amène à une autre recommandation, c'est que lire, c'est un acte moral. Il faut vraiment prendre le temps de lire tout le texte, parce qu'après, on va rapporter des résultats et des informations. Il faut que ça soit le plus correct possible et avoir cette capacité à comprendre le texte. Enfin, lire pour mieux écrire, comme on l'a dit, parce que généralement, l'écriture d'une personne ce sera par la suite la lecture pour une autre personne. Là, j'ai mis quelques références que j'ai consultées et qui m'ont vraiment aidé à préparer justement cette présentation. Donc, n'hésitez pas à lire ces deux ouvrages. Ils sont vraiment faciles à lire et il y a beaucoup, beaucoup d'informations assez intéressantes. Et là, maintenant, je donne la parole à Fanny et on aura le plaisir de répondre à vos questions par la suite. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Donc, c'est moi qui vais continuer pour parler un petit peu plus de la fiche de lecture dans la recherche académique. Juste avant de commencer, donc d'abord, je vais vous présenter un petit peu c'est quoi une fiche de lecture, à quoi ça sert et quel pourrait être le contenu, et ensuite des recommandations. Donc, on a eu plusieurs personnes qui nous ont envoyé des fiches de lecture sur lesquelles on a basé nos recommandations. On a décidé de ne pas forcément les prendre en exemple ici pour les analyser en détail parce qu'il n'y en avait pas assez.
Par contre, comme on a reçu à peu près 8 fiches de lecture, par la suite, dans la semaine qui va suivre ou dans les 2 semaines, on va renvoyer à ceux qui nous ont envoyé une fiche de lecture un retour directement par mail, chacun aura le sien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une fiche de lecture dans la recherche académique? Alors, d'abord, la fiche de lecture, hop, voilà, ça s'enchaîne. Ce n'est pas un compte-rendu ni un résumé de lecture. Ce n'est pas un document qui se suffit à lui-même ou qu'on peut publier ou partager tel quel, mais c'est une étape dans la méthodologie de recherche en sciences sociales et c'est un outil de travail pour le chercheur dans ses recherches. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, qui paraît assez évident quand on le dit comme ça, mais qui ne l'est pas forcément, c'est que la fiche de lecture, c'est pas un simple outil de travail préliminaire dans la recherche ou un passage obligé qu'il faut absolument faire pour montrer qu'on a lu le livre et l'utiliser. C'est vraiment un outil. Elle fait partie du processus d'écriture et d'analyse et de la méthodologie de recherche. Et en fait, si vous l'utilisez bien comme un outil, elle va vraiment vous servir. C'est pas juste une obligation, une étape obligatoire. Donc, un petit rappel déjà, la recherche en sciences sociales, c'est l'interaction entre le terrain, la littérature et le chercheur. Donc, évidemment, le terrain, selon votre discipline, ça va dépendre, ça peut être un terrain, par exemple, nous, en anthropologie, c'est vraiment le terrain, les entretiens, l'observation participante, enfin, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Mais pour un historien, le terrain, ça peut être ses archives. Donc, selon les disciplines, ça s'adapte. Mais en fait, ce qui est important de retenir, c'est que pour faire réellement un texte scientifique, et quand je parle de texte scientifique, donc vous voyez mon graphique à côté, c'est vraiment un texte qui est écrit à destination d'un public scientifique, académique, et qui est validé par des pairs, c'est-à-dire un article scientifique qui est publié dans une revue académique, ou bien une thèse, ou bien un mémoire. Vous pouvez publier d'autres types de textes qui sont issus de la recherche, mais qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Par exemple, si vous allez sur le terrain et qu'on vous demande un rapport de terrain, il n'y aura pas forcément autant de littérature que dans un article, ça c'est une évidence. Pareil, vous pouvez faire une revue de littérature, donc en lisant beaucoup et en mettant ensemble, en articulant les idées avec votre analyse, sans mettre forcément du terrain. Ou vous pouvez aussi faire des recensions encyclopédiques. Ici, on va vraiment s'intéresser au texte scientifique, donc soit l'article, soit la thèse, soit le mémoire, selon votre niveau. Et en fait, cette recherche-là, donc pour ce texte scientifique, elle combine à la fois les données de terrain, les données bibliographiques, donc de la littérature, et l'analyse et la théorisation du chercheur. S'il vous manque un des trois, vous n'avez pas un texte scientifique tel que je l'ai défini, dans le sens, voilà, comme un article, etc. Et je voudrais aussi préciser que ces étapes, elles ne sont pas exclusives ou figées. C'est-à-dire très souvent, on met en place un peu des plannings de la recherche avec d'abord on lit, ensuite on va sur le terrain, ensuite on revient, on traite les données, puis on écrit. Certes, il y a des grandes étapes qu'il faut faire tout simplement parce que vous ne pouvez pas lire autant quand vous êtes sur le terrain ou faire de l'analyse quand vous êtes à ce point-là sur le terrain. Mais en fait, il faut que vous écriviez tout le temps. Il faut que vous lisiez tout le temps. Il faut que vous analysiez tout le temps. Et ces étapes-là, au final, elles s'articulent entre elles à tous les moments de votre recherche. Pas au même pourcentage, parce que comme on l'a dit, quand vous êtes sur un terrain, vous ne pouvez pas mettre autant de temps dans la lecture de bibliographie. Mais en tout cas, c'est important de ne pas les séparer de manière figée, parce qu'après, vous pouvez arriver à un peu des contresens où j'ai déjà fini la littérature, même si mon terrain me prouve le contraire, je ne vais pas revenir dessus, alors que non, c'est vraiment chaque étape doit se faire ensemble. Du coup, la recherche scientifique, elle est collective et polyphonique, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs voies. Donc la recherche, votre recherche à vous, elle se construit sur des recherches qui ont déjà été menées dans ce domaine. Vous allez mobiliser les voix d'autres auteurs pour pouvoir construire votre argument et faire votre recherche. Donc un chercheur ne travaille pas seul au final, puisque il synthétise, discute et s'appuie sur de nombreux auteurs et travaux qui ont déjà été menés. Donc la publication des résultats, elle est aussi très souvent validée par des pairs dans les revues académiques. Donc il y a vraiment une dimension assez justement collective et polyphonique dans cette recherche. Et donc il faut des outils aux chercheurs qui lui permettent d'utiliser et de synthétiser toutes ces recherches existantes, qui peuvent être très nombreuses, pour pouvoir construire sa propre recherche.
Et pourquoi est-ce qu'il faut justement se baser sur toutes ces recherches-là, faire de la recherche bibliographique, etc. En fait, la recherche bibliographique, elle est obligatoire, quelle que soit la discipline, parce qu'elle va fonder deux choses. Elle va fonder la légitimité du chercheur en tant qu'expert, c'est-à-dire que vous, en tant que chercheur, plus vous lisez, plus vous êtes vraiment au courant des théories scientifiques, des recherches qui ont été menées, etc., plus vous vous construisez un bagage théorique et argumentaire, vous approfondissez vos connaissances, vous agrandissez votre champ d'expertise et aussi, surtout, vous connaissez les enjeux de votre sujet de recherche et tous les débats théoriques qui y existent. Il ne faut pas oublier qu'être chercheur, c'est être expert des connaissances de son domaine. Donc, il y a un moment où vous ne pouvez pas être expert si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas connaissance justement de tous ces savoirs-là. Donc ça, c'est une obligation. Et aussi la pertinence de votre recherche qui est menée. Ça ne sert à rien de faire une recherche si vous n'avez rien lu, parce que peut-être vous allez publier exactement quelque chose qui a déjà été fait, et donc il n'y a rien d'innovant, ou alors vous allez publier quelque chose qui fait totalement contresens avec d'autres lectures, parce que justement, vous ne les avez pas lues. Donc l'objectif, ce n'est pas de répéter inutilement des études qui ont déjà été faites, ou d'ignorer totalement des conclusions d'autres auteurs qui sont contradictoires sur notre sujet. Il faut vraiment se baser sur des recherches qui ont déjà été menées et qui ont été validées par des pairs, parce que ça permet toujours d'aller plus loin dans la recherche et d'ouvrir d'autres pistes. La recherche, c'est comme une construction. Chacun apporte sa brique et ça permet toujours d'aller plus loin. On ne peut pas à chaque fois revenir à la base et on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, c'est vraiment nécessaire de faire un état des lieux de la recherche, c'est-à-dire le compte-rendu des travaux de recherche et des théories qui existent sur le sujet choisi, au travers d'une recherche bibliographique qui est extensive, donc vraiment très large, d'abord généraliste, et puis après, au plus votre sujet va se spécialiser, au plus vos lectures vont être justement spécialisées. Et avant d'enchaîner sur comment exploiter les données bibliographiques, vraiment, j'insiste là-dessus sur l'importance des données bibliographiques et de la lecture, parce que selon les pays, et notamment ce séminaire, il est aussi axé sur l'Afrique, je sais que la lecture fait peut-être moins partie des habitudes, en tout cas à l'école, dans le système éducatif, que peut-être en France, tout simplement aussi parce que les livres ne sont peut-être pas aussi accessibles, etc. Et vraiment, je rappelle que la lecture, c'est la base de la recherche, parce qu'on ne peut pas faire une recherche tout seul de son côté. Et c'est très important, même si, comme l'a dit Cyrine, en fait, ça demande énormément d'efforts et de travail, mais c'est obligatoire. Donc, comment exploiter les données bibliographiques une fois qu'on les a? Donc, au fil de vos recherches, vous allez collecter un nombre très grand de documents. Et c'est essentiel pour pouvoir les exploiter de les classer, tout d'abord, au fur et à mesure, afin de ne pas se retrouver débordé. Ça ne sert à rien d'avoir des milliers de documents si au moment où vous en avez besoin pour écrire votre thèse ou un article ou un mémoire, en fait, il y en a tellement que vous vous noyez, vous savez plus ce que vous avez lu, quand, comment, ce qu'il y avait dedans. Donc, les classer, c'est très important. Les référencer correctement. Donc, on va parler après de la référence, mais vraiment le nom de l'auteur, la date de publication, le titre, etc., pour pouvoir les utiliser par la suite. Un article ou un livre qui n'est pas correctement référencé, malheureusement, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que la référence, c'est ce qui permet de le retrouver. C'est comme sa carte d'identité. Prendre des notes, donc notamment par des fiches de lecture, des bases de données, on va en parler, afin d'extraire les données importantes et de pouvoir les utiliser sur le long terme. Tout travail qui est lu sans prise de notes n'est pas exploitable. Tout simplement parce que vous allez lire énormément de choses pour vos travaux, parfois sur des durées qui peuvent être plusieurs années, et en fait, vous ne pouvez pas vous souvenir exactement pour pouvoir citer d'un article ou d'un ouvrage que vous avez lu il y a plusieurs années, c'est pas possible. Et ensuite, il faut les compiler. Donc là, vous pouvez prendre vraiment le format qui vous convient. Vous pouvez avoir un carnet écrit type carnet de bord, un fichier Excel, un logiciel de référence. Donc, il y a notamment Zotero, Mendeley, EndNote, il y en a d'autres, afin d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que vous avez lu ou que vous voulez lire avec les références, etc. Et de pouvoir les exploiter rapidement à tout moment et pouvoir mettre en forme la bibliographie quand justement vous avez un écrit scientifique. Voilà. Donc, dans tout ça, effectivement, la fiche de lecture, c'est un outil qui est essentiel pour le chercheur pour pouvoir exploiter les données bibliographiques et les réutiliser dans vos propres écrits scientifiques. Parce que le but de la lecture, c'est pas juste de lire. Sinon, on lirait pour le plaisir, vous pouvez faire ça aussi, mais là, dans le cadre d'un travail, c'est
lire pour pouvoir extraire les données importantes et les utiliser dans sa propre recherche. Donc, la fiche de lecture, c'est un outil qui permet de classer et référencer vos lectures, extraire les données de vos lectures, faire apparaître la structure du texte et de l'argumentation, synthétiser les informations, s'approprier et articuler les lectures entre elles, parce que vous allez lire plusieurs auteurs, plusieurs articles, et participer à votre analyse personnelle en faisant émerger de nouvelles idées lors de la lecture. Donc, chaque point, je vais le développer un à un en vous expliquant justement quels sont les éléments qui vont apparaître normalement dans votre fiche de lecture. Mais avant de les développer, je voudrais d'abord faire vraiment un rappel. La fiche de lecture, c'est un outil. Et un bon outil, c'est un outil qu'on utilise. C'est un outil utile. Donc, en fait, votre fiche de lecture, ici, notre but avec Cyrine, c'est pas de vous donner, certes, on va vous donner un modèle, mais il faut bien que vous gardiez ça en tête, c'est un modèle parmi d'autres. Si vous tapez fiche de lecture, vous allez en trouver des milliers sur Internet. Et en fait, c'est pas une obligation de suivre exactement ce qu'on va vous donner. Nous, on vous propose un modèle, mais il faut vraiment se rappeler que nos outils méthodologiques, c'est des outils. Et l'objectif d'un outil, c'est qu'on l'utilise. Donc, en fait, si vous avez une fiche de lecture qui est extrêmement détaillée, mais que vous n'allez jamais utiliser parce qu'elle est trop compliquée à mettre en place pour vous ou trop longue, et ben, c'est pas la peine. Il vaut mieux la simplifier, il vaut mieux enlever des choses, il vaut mieux l'adapter à votre utilisation pour être sûr que vous allez l'utiliser, qu'elle va être utile. Parce que ça sert à rien d'avoir des fiches de lecture splendides qui font 50 pages si en fait vous les utilisez pas derrière. Donc vraiment, il faut que votre fiche de lecture, comme tout autre outil méthodologique, elle vous soit utile, c'est-à-dire facile à utiliser, flexible, donc elle s'adapte aux situations, au contexte. Parfois, dans certains moments de la recherche, vous avez besoin d'une fiche très détaillée parce que ce livre-là ou cet article est très important. Parfois, vous avez besoin d'une fiche un peu plus courte pour économiser en temps. Ça, voilà, ça s'adapte. Pratique, adapté aux chercheurs et au niveau d'avancement de la recherche en cours. Et donc, elle doit s'adapter dans plusieurs choses. D'abord, dans son format. Vous n'êtes pas obligé de faire des documents Word si vous n'avez pas envie. Vous pouvez prendre un papier, un crayon. Vous pouvez faire effectivement des documents Word. Vous pouvez faire sous forme de tableau. Ou bien vous pouvez faire des bases de données Excel. Vraiment, ça dépend de vous. Faites ce qui vous convient le mieux. Donc, il faut que ce soit adaptable à vous. Dans sa taille. Donc là, je vous ai donné une approximation, mais c'est pareil, ça dépend de vous et de est-ce que vraiment cet article-là ou ce livre est essentiel pour ma recherche ou est-ce qu'il est un peu plus périphérique. Donc normalement, une fiche de lecture, c'est quand même censé résumer l'article. Ça ne doit pas être plus long que l'article original, sinon ce n'est pas le but. Mais on peut aller de quelques pages à un article pour une vingtaine de pages pour un ouvrage. Si vraiment c'est un ouvrage, par exemple, qui est essentiel, qui est le cœur de votre argumentation, peut-être vous pouvez aller plus loin. Ça dépend de vous. Pareil, donc dans le contenu, plus ou moins détaillé selon l'utilité. Et aussi, il faut adapter selon l'ouvrage, selon son usage. Est-ce que vous faites cette fiche de lecture pour un article ou est-ce que c'est pour un mémoire ou une thèse? Un article, la durée de temps de travail pour un article, c'est pas normal. Ça peut dépendre, mais on va dire c'est moins long qu'une thèse, où là, on est vraiment sur plusieurs années, ou sur un livre qu'on veut publier. Si c'est un compte-rendu de lecture, ce ne sera pas la même chose, par exemple, qu'une présentation orale. Si on vous demande de lire, d'analyser un texte pour le présenter à l'oral en 10 minutes à d'autres personnes, et bien, votre fiche de lecture va être beaucoup plus réduite que si c'était vraiment pour la développer dans 20 pages d'une thèse. Donc ça, c'est vraiment, il faut adapter l'outil à votre utilisation et à vous. Donc, première partie, la fiche de lecture, donc elle permet de classer et référencer vos lectures. C'est pour ça que dans le contenu de la fiche de vos lectures, il vous faut le nom et le prénom de l'auteur, la date de parution, le titre du texte, le lieu de parution, la maison d'édition, le nombre de pages et les identifier en ligne, donc soit le ISBN, soit DOI. Voilà. Et donc ça permet de faire quoi? Ça permet d'identifier et classer rapidement vos fiches de lecture, vos textes et toutes les données qui y sont associées. Et ça permet aussi de citer correctement l'ouvrage grâce à la référence adaptée. Petite précision ici, sachez qu'à la fin de la présentation, je vous remettrai tous les éléments. Donc, et normalement, c'est enregistré et ça sera disponible, la présentation. Donc, ne vous en faites pas si ça va un peu vite pour noter le contenu. Vous aurez le contenu après. Donc ça, c'est pour classer et référencer. La deuxième chose, c'est extraire les données de vos lectures. Donc, pour ça, vous allez mettre dans votre fiche de lecture, si vous voulez, hein, comme je dis, on vous propose un modèle, les thèmes et les mots-clés
de la lecture. Là, on va dire par exemple c'est un article, donc de l'article, la problématique de l'article et les questions de recherche qui sont posées par l'auteur, les hypothèses pour y répondre, donc les hypothèses qu'il pose, les thèses et arguments qui justement répondent à ces hypothèses, les concepts qui sont utilisés par l'auteur ou discutés. Donc quand je dis utiliser ou discuter, ça veut dire qu'il y a certains concepts, par exemple, si quelqu'un utilise le concept de, je sais pas, par exemple la performativité, qui est un concept qui est connu en sciences sociales, il peut l'utiliser tel quel en disant, par exemple, ça fait référence à la performativité, etc. Ou alors il peut le discuter, c'est-à-dire en remettant en question son sens, en le redéfinissant, ou alors en mettant en avant des contradictions. De la même façon, les auteurs ou les thèses qui sont utilisées dans l'article, soit telles quelles, donc ça c'est par exemple quand vous citez quelqu'un pour appuyer vos arguments, ou bien qui sont discutés par l'article. C'est-à-dire que l'auteur de l'article, il n'est pas d'accord avec cette définition-là, ou cet auteur ou cette thèse, et il va justement les discuter. Que ce soit pour apporter une nuance, ou bien pour vraiment déconstruire un peu leur argument. Voilà. Donc ça permet de faire ressortir dans l'article que vous avez lu tous les arguments, les idées et les concepts principaux du texte, mais aussi faire ressortir le positionnement de l'auteur par rapport au reste de la littérature. Parce que, en fait, dans la littérature, et plus vous allez lire, je pense que vous le savez déjà, mais plus vous allez lire, plus vous allez vous en rendre compte, il y a des courants d'idées qui s'affrontent, qui ne sont pas d'accord, des conceptions différentes, etc. Et en fait, quand vous lisez un article, certes, il y a l'article, mais cet article, il ne vient pas tout seul. Il s'intègre, il s'insère dans tout un courant de lecture. Et justement, plus vous allez les lire, plus vous allez vous rendre compte que tel auteur, il est plutôt dans tel courant, où il se positionne sur telle question de telle manière par rapport aux autres. Et là, vraiment, vous allez arriver à un niveau d'expertise qui est un peu plus élevé et vous allez pouvoir réellement discuter ces textes-là et les utiliser dans votre propre recherche parce que vous-même, en tant que chercheur et votre recherche, elle a un positionnement, votre recherche, dans ces courants-là. Donc, c'est important de pouvoir savoir quand vous lisez un article ou un livre, quel est le positionnement de cet auteur. Donc, en lisant le texte, il faut prendre systématiquement des notes au cours de la lecture et il faut absolument citer, entre guillemets, et en indiquant le numéro des pages afin de pouvoir retrouver et exploiter ces idées et citations par la suite. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas citer, tout simplement. Donc, vraiment, il faut absolument garder le numéro des pages, les mots exacts quand c'est entre guillemets, que vous voulez faire une citation directe, ça c'est obligatoire. Sinon, malheureusement, vous pouvez arriver à des cas où vous faites du plagiat sans même vous en apercevoir, ou des contresens ou des choses comme ça. Et vraiment, ça, c'est ce qu'on veut éviter. Parce que comme Cyril l'a dit, lire, c'est aussi un acte moral. Par exemple, les auteurs que vous lisez, vous êtes censé les citer les choses telles qu'ils les ont dites et pas leur faire dire ce qu'ils n'ont jamais dit. Ça, ce serait pas possible. Donc, la troisième utilité, c'est faire apparaître la structure du texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire votre fiche de lecture, vous allez faire apparaître le plan du texte et de l'article avec la problématique, les grandes parties. Donc là, vous pouvez mettre des grands 1, petit 1, vous faites ce que vous voulez comme numérotation. Mais en tout cas, il y a des grandes parties qui apparaissent. Dans chacune de ces grandes parties, vous avez des sous-parties. Et dans chacune de ces sous-parties, il y a l'argument principal ou bien un exemple principal dans chaque sous-partie. Et donc vraiment, là, une fois que vous aurez fait ce plan-là, qui est sous forme de plan, vous allez voir toute la structure de l'article. En fait, votre fiche de lecture, ça vous permet de déconstruire l'article qui est final et de faire apparaître sa structure. C'est un peu l'étape inverse que quand vous écrivez un article, vous allez faire le plan et écrire. Et ben, quand vous lisez un article, la fiche de lecture vous permet de faire le B, vous pouvez noter les adverbes de liaison. Parce qu'en fait, ça va vous donner entre chaque partie la structure de l'argumentation. Donc, les adverbes de liaison, ça va être de plus, cependant. En fait, ça va vous montrer à quel moment du texte on a un argument qui renforce l'autre ou un qui vient contredire. Et ces adverbes-là, ils font apparaître vraiment toute l'argumentation. Donc, cette partie-là, elle permet de faire apparaître la structure du texte et, comme je vous l'ai dit, la suite logique de l'argumentation.
Une bonne fiche de lecture, c'est le plan de construction d'un texte qui présente sa structure et ses arguments principaux. Son objectif, c'est à la fois de déconstruire l'article et de le discuter. Parce qu'en fait, vous pouvez vraiment beaucoup plus difficilement discuter un article si vous ne l'avez pas déconstruit. Parce que la structure, elle apparaîtra pas clairement dans votre tête. Et le déconstruire de façon juste générale, ça va être soit trop superficiel, soit vraiment vous pouvez faire des contresens. Donc, faire apparaître la structure, ça va vous permettre de faire apparaître chaque argument. Et ça, c'est la base. Ensuite, synthétiser les informations. Donc là, ça va être plutôt la partie où vous allez faire un résumé personnel de l'article ou, si c'est un livre, de chaque grand chapitre ou partie de l'ouvrage. Donc ça vous sert à quoi? Votre résumé, il ne doit pas être très très long. C'est vraiment l'idée, c'est de synthétiser. C'est un peu comme l'abstract au début, le résumé au début des articles. Ça vous permet vraiment de le synthétiser. Et aussi, comme c'est un résumé personnel, ça vous permet de vous réapproprier avec vos propres mots ce que vous venez de lire et de vraiment vérifier si vous avez bien compris, si vous pouvez le réutiliser pour vous-même. Parce qu'à partir du moment où vous reformulez, c'est que non seulement vous avez compris, vous l'avez intégré, mais vous êtes aussi capable de le ressortir. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Et ce résumé-là, quand vous aurez votre fiche de lecture plusieurs semaines, mois, peut-être années après avoir lu votre livre, ça vous permet aussi, en quelques lignes, de vraiment vous remémorer le contenu de ce que vous avez lu. Donc voilà, donc ça permet de traiter un nombre important d'informations et de lectures par la synthèse, parce qu'il y a tellement de lectures et d'informations que vous êtes obligé de synthétiser. S'assurer de la bonne compréhension de la lecture par la reformulation. Restituer et s'approprier les données avec vos propres mots, donc ça c'est ce que je viens de dire. Mais aussi, faire ça va vous obliger à vous entraîner en tant que chercheur, donc peut-être il y en a déjà qui sont déjà des maîtres de synthétiser, de la synthèse, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais vraiment, en fait, au cours de votre recherche, vous allez synthétiser constamment. Quand vous êtes sur le terrain, il y a tellement d'informations, vous ne pouvez pas tout mettre, il faut synthétiser, il faut traiter, il faut prioriser. Quand vous lisez, il y a tellement de livres, vous ne pouvez pas tout mettre, il faut synthétiser. Et donc, en fait, la synthèse, c'est vraiment nécessaire à toute recherche. Et faire ces petits exercices-là, de faire des résumés de chaque article ou de partie, non seulement ça vous aide dans votre fiche de lecture pour la suite, mais aussi ça vous entraîne à avoir cet esprit de synthèse et à pouvoir prioriser, détecter qu'est-ce qui est essentiel ou pas. La cinquième, c'est s'approprier et articuler les lectures entre elles. Parce que certes, une fiche de lecture, c'est la fiche d'un seul article ou d'un seul ouvrage, mais le but après, dans votre recherche, c'est de faire discuter les auteurs entre eux, de pouvoir les mobiliser différemment, en même temps, les faire se contredire, pouvoir justement baser votre argument sur l'un ou sur l'autre, pouvoir les situer dans le champ de la recherche. Donc, c'est important de faire cette partie-là aussi parce que en fait, ça vous aide à faire le travail pour la suite. Donc, dans cette partie-là, vous pouvez mettre la bibliographie rapide de l'auteur. Pardon, pas la bibliographie, la biographie, excusez-moi. La biographie rapide de l'auteur. Donc, qui est l'auteur, d'où est-ce qu'il vient, etc. Le but, c'est pas d'avoir 3 pages complètes de Wikipédia sur l'auteur, mais juste quelques lignes, pouvoir situer un peu qui est cette personne. Et en fait, ça va vous permettre de savoir pourquoi est-ce qu'elle écrit ça ou pas dans certains contextes. Le contexte de parution. Donc ça peut être, c'est pareil, toutes ces parties-là, si vous sentez que c'est trop lourd ou trop compliqué ou trop long en termes de temps pour vous, vous n'êtes pas obligé de les faire, vous vraiment vous adapter. Mais ça peut être vraiment utile parce que par exemple, il y a certains livres qu'on considère comme étant des évidences à l'heure actuelle et vraiment c'est des livres incontournables, etc. Mais qui au moment où ils sont parus ont pu être extrêmement controversés ou pas du tout acceptés dans la communauté scientifique, etc. Donc le contexte de parution est important aussi. Je pense à certains livres de certaines théories scientifiques. Si on pense par exemple à la théorie de l'évolution de Darwin, quand c'est sorti, c'était pas du tout une évidence, alors que maintenant c'est à peu près accepté par tout le monde, en tout cas dans les sociétés occidentales. Autre chose, c'est le contexte de parution. C'est sûr que le contexte Covid, par exemple, quand il y a des livres sur les épidémies, c'est pas le même contexte que quand on n'est pas en épidémie. Donc, ces contextes-là peuvent jouer, ça peut être intéressant. Tous les auteurs ou les thèses qui sont utilisées ou discutées par l'auteur, donc ça, si vous remarquez, ça, je l'ai déjà mis dans une partie précédente. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre 2 fois. Ça veut dire que cet élément-là de votre fiche de lecture, il va vous servir à plusieurs choses, et notamment à articuler les lectures entre elles. Parce que dans l'article, l'auteur lui-même, il est déjà en train de faire communiquer les auteurs entre eux,
discuter la recherche, les lectures, etc. Et donc, remettre ici, ça vous permet aussi d'articuler les lectures entre elles et de vous les approprier. Et ça, on parlait bien des auteurs ou thèses utilisés ou discutés par l'auteur de l'article que vous lisez, mais vous pouvez aussi dans votre fiche de lecture, et je vous invite vraiment à le faire, mettre dans votre fiche de lecture les auteurs ou thèses que vous-même vous connaissez, qui peuvent venir soit consolider, soit réfuter ou nuancer les thèses de l'article que vous êtes en train de lire. N'hésitez vraiment pas, dès que vous avez une idée pendant votre lecture, notez-la. Même si ce n'est pas l'auteur de l'article qui le dit, si c'est vous qui dites, qui vous dites ça me fait penser à tel autre auteur, ou tiens, ça peut faire référence à ça, ou tiens, c'est totalement en contradiction avec ce concept-là de tel auteur, notez-le. Tout ça, ça va vous servir pour la suite. Et vraiment, ça vous permet de commencer déjà l'analyse et de commencer déjà à vous approprier article et lecture. Et la bibliographie mobilisée par l'auteur, donc c'est-à-dire à la fin de chaque article ou ouvrage, vous avez effectivement toute la bibliographie qui a été utilisée pour faire cet article. Donc, comme l'a dit Cyrine déjà tout à l'heure, ça c'est une source d'information, c'est une mine d'information pour vous. Il ne faut pas se limiter à ça parce que sinon vous tournez en rond sur. Si vous prenez des données que dans les bibliographies des livres que vous lisez, au bout d'un moment vous allez tourner en rond. Il faut vraiment vous-même faire la recherche, aller sur des sites Google Scholar, etc., JSTOR, etc., et faire vous-même votre recherche. Mais cela dit, quand vous lisez un article qui est sur votre thématique de recherche, en fait, à la fin, vous avez déjà une liste de lecture qui peut potentiellement vous intéresser. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser. Et aussi, n'hésitez pas à mettre cette bibliographie dans votre fiche de lecture, même si ça allonge un peu les pages, c'est pas quelque chose que vous allez forcément relire, mais ça peut vous donner des idées sur à la fois comment vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez lire par la suite, mais aussi quels sont les livres que cet auteur de cet article a mobilisés, quels sont les articles que lui-même a mobilisés, quels auteurs, comment est-ce qu'ils s'articulent entre eux, etc. Donc tout ça, ça permet de replacer le texte dans le contexte de son auteur et des débats théoriques et courants académiques propres à sa parution. Donc à la fois le contexte de parution en termes d'époque, d'événements, mais aussi le contexte de l'auteur. Ça, c'est grâce à la biographie. Il y a certains auteurs, selon qui ils sont, ils vont publier, être attirés par certaines théories ou d'autres, etc. Ça permet de questionner et discuter le texte dans une approche critique. Et ça permet de construire son positionnement propre pour traiter votre sujet par la suite. Et enfin, ça c'est la bibliographie mobilisée par l'auteur, ça vous permet d'étendre vos connaissances bibliographiques sur le sujet traité. Je continue. N'hésitez pas si vous avez des questions, on en parlera après, il y aura un temps pour ça. Mais s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, on pourra en reparler sans souci. Et enfin, le dernier point, c'est participer à l'analyse personnelle. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais je le répète, c'est tous les éléments critiques, les idées, les réflexions que suscite la lecture. Donc quand vous êtes en train de lire un article ou un livre pour votre recherche, on a toujours des idées qui viennent. Genre, oh tiens, ça me fait penser à mon terrain, ou tiens, ça me fait penser à tel livre, ou bon, moi je suis pas trop d'accord avec ça, etc. Mais ça, il faut absolument les noter. Parce que ces idées-là, déjà, si vous les notez pas, elles risquent de disparaître. Mais en fait, c'est ces idées-là qui sont déjà la base de votre analyse. Comme je le disais tout à l'heure, certes, il y a des étapes de la recherche, mais en fait, il ne faut pas se dire que la fiche de lecture, c'est uniquement dans l'étape bibliographie et il n'y a pas d'analyse ni d'écriture dedans. En fait, la fiche de lecture, c'est un outil et elle vous permet déjà de faire et de la bibliographie et de l'analyse et de l'écriture. Donc vraiment, écrivez. Si vous avez des idées qui vous viennent à la suite d'un paragraphe, en disant oh, vraiment ça fait référence à mon terrain, ou alors ça me fait penser à ça, je pourrais analyser ça sur telle archive ou sur ce que j'ai vu sur le terrain, et ben écrivez-le, parce que ce que vous avez écrit là, vous pourrez toujours le réutiliser après. En fait, c'est votre analyse, c'est le début d'une analyse. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Ça va vous permettre, noter toutes ces idées-là, ça va vous permettre de mettre en lien la lecture de l'article avec votre terrain, avec votre sujet de recherche, parce que vous faites des liens, quoi qu'il arrive. S'approprier des concepts et des outils théoriques pour votre propre travail. Par exemple, si vous lisez un article et qu'il y a un concept, par exemple performativité ou les concepts de légitimité, etc. Il y en a beaucoup, il y en a plein, habitus, tout ça. Vous dites, oh vraiment, ça, c'est un concept qui est hyper intéressant que je pourrais utiliser dans ma recherche. Et ben, ça va vous permettre de vous l'approprier et de pouvoir l'utiliser dans votre travail. Déterminer de nouvelles pistes de recherche, améliorer et réorienter des analyses en cours. Donc ça, je fais une toute petite aparté là-dessus. C'est ce qu'on
ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, les étapes de la recherche, elles ne sont pas exclusives, elles ne sont pas figées. Et vous allez lire à tout moment de votre recherche. Certaines fois plus que d'autres, évidemment, mais normalement quand même avec des pauses parfois, mais à tout moment, vous êtes censé lire, vous renseigner, etc. Si vous faites une fiche de lecture au tout début, par exemple de votre thèse ou de votre mémoire ou de votre article, vous ne connaissez pas beaucoup de choses sur votre sujet, vous faites une lecture générale, vous faites des fiches de lecture, ça c'est une chose. Si à la fin, après avoir fait votre terrain, au milieu de l'écriture, vous relisez d'autres choses, etc., vous avez déjà des analyses sur votre sujet, vous avez déjà des idées, vous avez déjà des pistes de recherche, en fait vous êtes déjà à un niveau avancé dans votre propre recherche, et bien vos fiches de lecture et vos lectures, elles peuvent vous permettre justement de déterminer de nouvelles pistes ou de réorienter des analyses en cours. Vous aviez une analyse, en fait, vous lisez quelque chose qui peut la contredire ou l'améliorer, et bien ça vous permet de réorienter selon votre niveau d'avancement de la recherche. Et enfin, cette analyse personnelle, elle vous permet de vous positionner de manière critique par rapport à la lecture de l'article que vous venez de lire, mais aussi à tous les débats académiques qui sont concernés dans justement le sujet, dans cet article, etc. Et se positionner de manière critique, en fait, c'est la base du chercheur, parce que comme je vous l'ai dit, la recherche, elle est polyphonique à plusieurs voix, et on s'intègre dans un paysage de la recherche qui existe déjà. Parfois, on n'en a pas forcément conscience au tout début, quand on est jeune chercheur, mais en fait, il y a vraiment une dimension collective. On n'existe pas tout seul dans le paysage de la recherche. Nos textes, même quand vous publiez un texte, une thèse, un article, etc., ça vient aussi se positionner et ça va être interprété et utilisé par certains auteurs. Et en fait, vous faites partie après du paysage de la recherche. Et être conscient de ça, ça vous permet aussi de vous positionner de manière critique, mais aussi pouvoir analyser de manière critique où les autres auteurs se positionnent. Voilà. Donc là, je vous ai mis tous les éléments que j'ai cités auparavant pour définir justement voilà, la fiche de lecture. Comme je l'ai dit, c'est un modèle parmi d'autres qu'on vous propose ici. Il faut vraiment l'adapter à votre propre usage. Il faut que ce soit utile pour vous, il faut que ce soit utilisable, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit facile. Vraiment. N'hésitez pas aussi, parce que Cyrine l'a dit tout à l'heure, mais vous pouvez lire seul, vous pouvez aussi lire en collectif et justement faire des fiches, comparer entre vous, peut-être discuter, etc. Ça, il ne faut pas hésiter. En tout cas, ici, vous avez tout le contenu que j'ai cité précédemment. Donc, je vais le répéter, mais rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, la référence complète du texte, la présentation de l'auteur et la biographie, etc. Le contexte de parution. Tout ça, c'est pareil, ça peut prendre quelques lignes. Hein. L'idée, c'est pas non plus que votre fiche de lecture, ça soit un livre à part entière à la fin. Il faut vous simplifier la tâche. Donc, quelques lignes. Les questions qui sont posées par l'auteur au cours de son raisonnement, toujours référencées, citées entre guillemets avec des numéros de page. Les hypothèses, donc c'est ses propositions d'analyse envisagées. Ses thèses, c'est-à-dire les arguments qu'il défend. Tous les concepts utilisés par l'auteur dans le sens usuel, c'est-à-dire il les utilise tels quels, sans les remettre en question ou les discuter. Tous les concepts qui sont discutés justement par l'auteur, les auteurs ou thèses qui sont utilisés par l'auteur dans le sens usuel, les auteurs ou thèses discutés par l'auteur, donc remis en question, discutés, etc. Les articulations du texte, c'est-à-dire le plan du texte et la structure. Les éléments critiques et les réflexions que suscitent les thèses de l'auteur, donc que vous suscite à vous, les thèses de l'auteur quand vous le lisez. Donc vraiment, ça c'est essentiel parce que c'est vraiment la base, c'est déjà le début de votre analyse et ça va vous permettre après de vraiment, dans votre écriture de votre texte scientifique, ce sera vraiment important, quoi. C'est des idées intéressantes qui vous viennent. Et la bibliographie mobilisée dans l'article. Voilà, donc je répète encore une fois, ça c'est un modèle parmi d'autres. N'hésitez pas à l'adapter. Il y a sûrement des choses aussi que vous pouvez ajouter qu'on n'a pas mises. Voilà, c'est une base. Après, c'est un outil. Donc, créez votre propre outil pour vous-même pour qu'il soit utilisable au mieux. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais juste vous donner quelques recommandations avant de finir et de laisser la conclusion à Cyrine. Donc, juste quelques recommandations et une petite conclusion. Donc, la première, c'est, on en a déjà parlé, mais ne pas négliger la recherche bibliographique parce que c'est la base de tout travail scientifique. Pour le mieux comme pour le pire, il va falloir lire, il faut lire. C'est, je pense, difficile pour tout le monde, mais c'est ça aussi qui, en fait, c'est la base de notre métier avec la recherche sur le terrain. Mais en tout cas,
les trois piliers, analyse personnelle, terrain et bibliographie, littérature, c'est la base. On peut pas, pour être un chercheur complet et accompli, on ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre, ou du troisième pilier. Ne pas se noyer dans ses sources. Attention à être bien réaliste dans l'évaluation de la charge de travail que vous avez. Et par exemple, ne rajoutez pas 2000 textes sur Zotero ou dans une liste de choses à lire, parce qu'en fait, vous ne les lirez jamais, vous n'aurez pas le temps. Donc, soyez réaliste, parce que après, quand on a trop de sources, trop de choses, soit c'est mal classé, soit on a vu trop grand, ça va devenir une source d'angoisse. Et au lieu de nous aider, ça va vraiment nous freiner dans notre recherche d'avoir trop de choses. Donc, il faut bien sélectionner les données qui sont pertinentes pour votre travail. D'accord? Pertinente, ça veut dire à la fois utile et intéressante. Et malheureusement, on a tous fait face à ça. Parfois, dans nos terrains, dans nos lectures, on a des choses très intéressantes, mais qui ne sont pas utiles à la recherche qu'on est en train de mener à l'heure actuelle. Et donc, ce n'est pas pertinent. Ou l'inverse, des fois, on a des choses utiles, mais en fait, qui ne sont pas intéressantes. Donc, vraiment, il faut sélectionner les données pour qu'elles soient pertinentes pour notre travail final. Bien classer et référencer ses lectures, sinon on peut se perdre dans justement toutes nos lectures. Citer correctement pour éviter de plagier. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus parce que je pense qu'il y aura ça va être repris dans un autre séminaire, mais en tout cas, vraiment, juste j'attire votre attention là-dessus. Il faut absolument citer correctement avec le bon numéro de page, les guillemets, les mots exacts de la personne, parce que le plagiat peut avoir des conséquences extrêmement graves sur votre carrière, votre réputation, votre travail. Et en fait, on a très vite fait de plagier, même sans s'en rendre compte et sans le vouloir. Donc vraiment, il faut faire très attention à ça. Évaluer la fiabilité et la pertinence de vos sources. Donc ça, c'est justement, ne lisez pas n'importe quoi non plus, parce qu'il faut lire. Donc je ne vais pas repartir là-dessus parce que Cyrine a déjà très bien expliqué, mais voilà, voyez bien pourquoi est-ce que vous lisez telle source. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que je peux l'utiliser dans un travail scientifique? Voilà, donc ça, c'est à vous de l'évaluer. Adopter une approche critique. Donc, ça, c'est ce qu'on a un petit peu vu avant. Toujours replacer les textes dans leur contexte. Toujours se questionner et prendre de la distance avec les données. Parce qu'en fait, la vérité absolue n'existe pas. D'accord? Et je trouve qu'on le voit d'autant plus quand nous-mêmes, on commence à écrire. Et ben parfois, en fait, la recherche, c'est beaucoup d'hypothèses aussi et de théories. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur scientifique, c'est même tout le contraire. Mais en tout cas, il faut toujours avoir une approche critique, se demander pourquoi est-ce que l'auteur écrit ça. Est-ce que ces données sont vraiment fiables? Est-ce que c'est reproductible dans d'autres contextes? Est-ce qu'on peut l'utiliser tel quel, etc. Donc, soyez critique. C'est pas parce que c'est un texte publié avec un auteur reconnu que vous ne pouvez pas le discuter et le questionner. En fait, il faut même que vous fassiez ça. Quoi qu'il arrive, toujours questionner et prendre de la distance avec les données, toujours considérer la subjectivité de l'auteur, parce qu'on fait tous les efforts possibles et on a une méthodologie de recherche qui fait au maximum pour avoir des données objectives et scientifiques, mais quelle que soit la discipline, que ce soit sciences dures, sciences sociales, quoi qu'il arrive, en fait, ça reste des êtres humains qui font de la recherche. Donc, il faut toujours se poser la question aussi, dans notre approche critique, de se poser la question de à quel moment, à quel point est-ce que c'est subjectif ou pas, ou à quel point est-ce que l'auteur est influencé par telle ou telle théorie, tel ou tel courant de pensée. Et c'est là où on en revient un peu à tout le paysage de la recherche, c'est aussi des courants de pensée qui parfois s'affrontent, parfois marchent ensemble, etc. Et donc, on l'a dit, évaluer la pertinence et la fiabilité des données. Et une autre recommandation que je peux vous faire, ne pas fuir les contradictions et les paradoxes. Donc, en fait, on a tendance, quand on lit des textes ou des articles, à souvent, par exemple, on a déjà notre idée sur notre recherche, ou bien on est dans un niveau avancé de notre recherche, on a déjà des analyses, déjà des conclusions. Et en fait, quand on lit un article qui vient contredire ce qu'on a trouvé, parfois on peut avoir tendance à ne pas l'inclure, ou à l'ignorer, ou à le minimiser. Et pareil, donc ça c'est dans les lectures, mais même dans notre terrain, parfois, on a tendance à un peu ignorer s'il y a un texte ou un élément, une archive ou une observation sur le terrain qui vient contredire ce qu'on avait déjà analysé. Et ça, vraiment, il ne faut pas le faire. En fait, les contradictions et les paradoxes, c'est ce qui est le plus intéressant pour un chercheur.
parce que ça veut pas dire que ce que vous avez analysé est faux, pas bon et qu'il faut tout annuler, c'est pas ça. Mais en fait, ça va vous permettre de venir améliorer encore vos analyses, intégrer cette contradiction pour pouvoir justement aller plus loin dans l'analyse, essayer d'intégrer des choses que vous n'aviez pas forcément intégrées avant. Donc vraiment, c'est pas un souci d'avoir un article qui contredise vos conclusions. Déjà parce que parfois aussi, c'est pas les mêmes terrains et donc ça ne s'applique pas forcément, mais aussi parce que parfois ces contradictions-là et ces paradoxes, ça peut vous permettre d'améliorer encore plus votre recherche. Apprendre à construire des articles grâce aux fiches de lecture. Comme je vous ai dit, la fiche de lecture, c'est un peu, comment dire, une sorte d'ombre inversée d'un plan d'écriture d'un article. C'est-à-dire qu'avec un plan méthodologique d'écriture, on vient écrire un article finalisé. La fiche de lecture, elle prend un article finalisé via la lecture et en fait, elle vient le déconstruire et remorceler, donc redécouper en morceaux tous les arguments principaux, le plan, les concepts, etc. En fait, elle revient tout découper pour que vous puissiez bien l'analyser. Donc ça, déjà, c'est une chose intéressante pour voir les structures, mais aussi quand vous faites des fiches de lecture, vous voyez comment est-ce que d'autres auteurs ont construit leur article. Et ça, c'est hyper intéressant quand vous êtes jeune chercheur et que vous apprenez, vous êtes au début où vraiment vous commencez à écrire des articles, des textes scientifiques, parce qu'en fait, vous voyez comment d'autres auteurs plus confirmés ou plus reconnus ou autres, ou juste qui ont déjà publié, en fait, ont construit leur texte. Et ça peut vraiment vous aider à comprendre comment construire les vôtres aussi. Donc la fiche de lecture, certes, à la base, c'est un outil d'extraction des données, d'exploitation des données bibliographiques, mais ça peut aussi être un outil qui vous apprend à construire vos propres textes, un outil qui fait partie de l'écriture. Et enfin, le dernier, ne pas rester bloqué à l'étape des fiches de lecture. C'est très bien de faire des fiches de lecture, mais comme je vous l'ai dit, c'est un outil. Un outil tout seul, ça vaut rien. Un outil, ça vous permet de faire quelque chose quand vous l'utilisez. Donc, si vous faites des très jolies fiches de lecture, mais que vous ne vous en servez pas après, en fait, ça sert à rien. Enfin, oui, elles sont jolies, mais en fait, c'est pas publiable tel quel, ça n'a pas de valeur comme document final. Donc, à part faire des jolis dossiers dans votre ordinateur ou dans votre bureau, ça va vous servir à rien. Vraiment, il faut prendre en compte que c'est des outils de travail. Ça vous permet de faire quelque chose. Donc, vous allez ficher des textes que vous n'allez pas utiliser dans votre donnée, dans votre recherche finale. C'est normal. Vous ne pouvez pas utiliser tout ce que vous avez fait, sinon ça veut dire que vous avez tout mis et que vous n'avez pas synthétisé et donc il y a un souci. Donc c'est sûr qu'il y en a certaines que vous n'allez pas utiliser. Mais il ne faut pas que vous restiez bloqué à cette étape-là, du genre j'ai fait ma fiche de lecture, c'est bon, c'est fini. Non, c'est un outil pour faire quelque chose après. Donc vraiment, exploitez-les, utilisez-les dans votre écriture, dans votre thèse, dans votre article, etc. Et si vous les faites bien, vous pouvez même les utiliser plusieurs années après. Vraiment, après, c'est votre base de données à vous, de vos lectures que vous avez déjà fragmentées, extrait les données importantes, etc. Et pour les réutiliser par la suite. Voilà, donc juste avant la conclusion, parce que je ne voudrais pas trop dépasser pour permettre la discussion, je voudrais juste vous faire une petite métaphore rapide. Donc, pour vous montrer vraiment que la fiche de lecture, c'est un outil et pas une finalité en soi. Bon, alors, pardon, cet exemple va être peut-être... Bon, remarque qu'il y a des gâteaux partout en Afrique, mais j'ai pas pris le riz, excusez-moi. En fait, je voudrais juste vous faire une petite métaphore que je trouve intéressante pour comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser les fiches de lecture, ça va être rapide. Donc, par exemple, si vous voulez faire un gâteau, vous avez besoin de 2 choses, des ingrédients et une recette. C'est les 2 premiers que vous voyez à gauche. Ensuite, il faut faire la préparation, mélanger, etc. Ensuite, on le met dans un moule, on fait cuire, on décore et on a le gâteau final. Et bien, en fait, vos ingrédients, c'est vos données. Et votre recette, ça va être votre méthodologie de recherche ou votre plan d'écriture. Donc, je vais continuer, après je vais continuer. Toute la préparation, ça va être l'analyse, l'écriture, la lecture, etc. Ensuite, vous mettez dans un moule. Donc ça, c'est par exemple si vous écrivez un article, une thèse, etc. Votre texte, il a toujours un format qu'il faut respecter. Et le format, c'est vraiment, ça va être un moule. Donc format, consigne aux auteurs, etc. Une fois que ça a été mis au format, avec des chapitres, avec des parties, des titres, etc., il y a toute la partie un peu où vous laissez mijoter votre préparation, donc votre article. Ça va être les écritures, les réécritures, les relectures, les corrections. Tout ça, ça fait partie de votre travail. Un article, vous allez le réécrire
plusieurs fois. L'article final publié, il n'aura rien à voir avec celui que vous aviez écrit à la base, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire que vous avez progressé, que vous êtes allé plus loin, et que c'est une meilleure version. Si c'est exactement le même, il n'y a pas eu vraiment de progrès. Donc vraiment, il faut, même si c'est difficile au début de se dire ça, parce ce qu'on a écrit, c'est un peu notre bébé parfois, c'est toujours pour une amélioration qu'on va le réécrire et le corriger. Ensuite, il y a la mise en forme, et ensuite, vous avez votre texte final. Donc, pourquoi est-ce que je vous prends cette métaphore un peu simpliste? Déjà, c'est pour vous dire que les données, c'est comme des ingrédients. Vous allez sélectionner ce qui est utile à votre gâteau final, à votre texte final. Vous ne mettez pas tous les ingrédients du monde, sinon c'est raté. Et bien là, c'est la même chose. Vous sélectionnez les données pertinentes qui vous sont utiles. Vous ne mettez pas tous les ingrédients du monde, sinon ça ne marche pas. Donc que ce soit sur votre terrain ou dans la lecture, il faut vraiment sélectionner les données et il faut savoir exclure celles qui ne sont pas importantes pour votre travail final. Le but, en fait, c'est vraiment votre texte final. Et pareil aussi, je vous ai pris cette métaphore, c'était pour vous dire que, par exemple, quand on met des ingrédients dans une préparation, à la fin, on a un gâteau. On n'a pas les mêmes ingrédients qui ressortent, comme si on ne les avait jamais mélangés. Ben là, c'est la même chose pour un texte. C'est un texte scientifique. Vous prenez des données bibliographiques de terrain, votre analyse, etc. Vous les mettez en forme, vous les articulez entre elles pour sortir un texte final. Si votre texte final, c'est juste la somme de vos données que vous avez mis au début, c'est qu'il y a un souci. Vous n'avez pas transformé vos données en quelque chose d'autre. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans cette métaphore, mais voilà, c'était juste pour vous dire que la fiche de lecture, tout comme les autres outils de méthodologie, ce sont des outils. Donc comme dans la cuisine, on a des casseroles, des couteaux, ce sont des outils. Fanny, Oui, ça y est, c'est fini. je crois que... D'accord, ok. Voilà, donc Je peux conclure quand même? oui, je fais juste la conclusion rapidement. Donc la fiche de lecture, c'est un outil méthodologique qui sert à collecter et à traiter des données bibliographiques à tous les stades de la recherche. Pour être utile et efficace, ça doit être facile et pratique à utiliser, adapté au chercheur et à l'avancement de sa recherche en cours, et donc flexible. Elle participe à la phase d'analyse et d'écriture autant qu'à la collecte des données, et ces étapes ne sont pas exclusives, mais simultanées. Et enfin, ce n'est pas une finalité en soi, c'est une étape dans la recherche. Donc, parfois, vous avez des fiches de lecture ou des lectures qui ne sont pas directement utilisées dans votre travail final, parce qu'elles sont ni pertinentes ni exploitables, mais elles vous auront permis d'avancer votre réflexion, donc ce n'est jamais une perte de temps. Et je vais juste laisser Cyrine, c'est la dernière slide, non? Oui, Cyrine? oui, je suis là. Voilà, c'est les Justement, derniers éléments. ouais, on revient juste pour la première partie de ce webinaire sur la lecture. Je voulais juste, en fait, en conclusion, rappeler que l'étape de la lecture demeure essentielle, quelle que soit l'étape de votre recherche. Il faut bien choisir ses lectures, et là, on l'a vu, que ce soit dans la première partie du webinaire ou avec Fanny. Mobiliser la stratégie la plus adaptée à votre objectif de travail. Et là, en fait, si vous avez remarqué, en fait, les outils que j'ai proposés au début du webinaire peuvent être mobilisés pour monter justement et réaliser la fiche de lecture parmi ces différentes étapes. La lecture implique plusieurs niveaux de compréhension, comme on l'a dit. Vraiment un acte actif et ça implique plusieurs niveaux de compréhension. Et finalement, et j'insiste sur ça, c'est cultiver de bonnes pratiques de lecture, comme on l'a dit, la discipline, pas d'interruption, et essayer d'être en contact, en communication avec votre texte, et comme ça va vous aider après à bien rédiger votre article ou votre ouvrage ou votre thèse. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à nos deux intervenantes. C'était vraiment un webinaire très riche et très clair. Et quand même, je tiens à vous féliciter pour ce travail, pour toute cette méthodologie. J'espère que nos les participants ont bien compris ce qu'est une fiche de lecture, c'est quoi une lecture critique. En tout cas,
je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier Cyrine pour le respect du temps. Et voilà, Fanny, je sais que tu avais beaucoup de choses à dire, mais quand même, je pense que tu as pris le temps de bien présenter tout ce que tu avais à présenter. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la troisième partie de notre webinaire, qui est la question-réponse, puisqu'il s'agit ici maintenant de donner la parole euh, à nos participants. Donc, je vois qu'il y a déjà Ayet qui lève la main. Avant de passer la main à Ayet, j'étais quand même à rappeler qu'il y a une fiche de présence dans le chat. Et donc, pour nous, les 70 participants, pour ceux qui n'ont pas encore rempli, je vous invite à le remplir. Merci. Donc, je donne la parole à Ayet. Tu peux y aller, Ayet. Bonjour. Oui, j'avais deux remarques. Enfin, une remarque et peut-être un questionnement. Euh, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas évoqué le fait de prendre, de noter. Vous avez dit il faut noter les théories, les concepts, les hypothèses, mais pas la méthodologie. Or, parfois, la discussion peut même porter sur la méthodologie, c'est-à-dire que si un auteur ou si des auteurs ont utilisé plutôt telle méthodologie, qui peut poser des questions par rapport à votre façon de faire une recherche. Je trouve qu'il est important quand même de noter aussi, au-delà des idées que l'auteur a développées, des hypothèses, des concepts et des théories qu'il a utilisées, je pense que c'est aussi important de noter sa méthodologie, sa population d'enquête, parce que c'est parfois aussi un aspect des lectures qui est quand même intéressant et qui peut être un élément important quand on compare les textes entre eux. Alors justement, pour la comparaison, je trouve qu'il y a un peu, je sais pas, je trouve que c'est un peu compliqué dans la manière dont vous l'avez présenté sur de faire discuter les textes ensemble, de les articuler, effectivement, ce qui est l'essentiel, ce qui est important. Mais je trouve que c'est difficile de le faire au moment des lectures, surtout au moment des premières lectures, parce qu'au moment des premières lectures, on n'a pas suffisamment lu, on n'a pas suffisamment de recul sur, sur les choses qui ont été abordées, la manière dont les différents auteurs abordent les questions proches ou similaires de ce qui nous intéresse. Et effectivement, je crois que c'est plus dans l'écriture, en fait, notamment dans la rédaction de la revue, de la littérature, de la problématique, etc., qu'on fait vraiment discuter les textes. Mais je pense que au moment des lectures et des fiches de lecture, c'est un peu compliqué déjà de faire discuter des textes entre eux. Sauf si on le fait à un moment donné et puis qu'on revient sur les textes qu'on a lus au début et qu'on refait une lecture peut-être pour enrichir. Mais je crois que, enfin, il me semble que c'est surtout dans la rédaction, dans l'écriture et dans cette capacité à faire discuter et, et à mettre en perspective les lectures pour apporter un peu sa vision ou sa perspective propre que, que voilà, je pense que c'est plutôt dans l'écriture que dans les fiches de lecture qu'on peut vraiment faire discuter les textes entre eux. Voilà, c'était ma réflexion et sur la méthodologie, ma question. Merci. Merci, Khaled. En fait, on a évoqué ça dans la première partie. On a dit, en fait, les raisons les plus importantes pour lire, justement, c'est pour apprendre les méthodes de recherche et justement voir ce que les autres chercheurs ont mobilisé comme méthodologie pour les appliquer aussi si ça fit avec notre objectif. Et concernant la deuxième partie, on l'a aussi mentionné, notamment quand on a discuté que la lecture nécessite plusieurs niveaux de compréhension. Lire une première fois n'est pas comme la deuxième fois, n'est pas comme la troisième fois. Et justement, pour faire discuter les différents textes, ça nécessite vraiment, de un, qu'on maîtrise le sujet, de deux, qu'on a vraiment une idée sur l'ensemble des textes qu'on est en train de lire et justement lire pour écrire. Donc, tu as raison sur ce point. Je ne sais pas, Fanny, si tu veux compléter. Ouais, vas-y. Oui, je voudrais juste ajouter un truc. Alors déjà, merci beaucoup pour la méthodologie. Effectivement,
Je pense que c'est un oubli de notre part, même si c'est un peu évoqué dans les concepts autres, mais vraiment, genre, quelle méthodologie utilise l'auteur pour faire l'article et quelle discipline, c'est effectivement, ça doit être dans la. Bon, comme on l'a dit, c'est un outil, donc ça peut être, mais effectivement, je pense qu'on va le rajouter dans le modèle. Pour le coup, ça, c'est un oubli de notre part et merci beaucoup de l'avoir fait remonter. Par rapport à la remarque sur faire discuter les textes ensemble, je voudrais juste faire une petite précision parce que l'objectif, c'est pas de dire que la fiche de lecture, en fait, la fiche de lecture, c'est un outil parmi d'autres en méthodologie. C'est pas censé faire discuter les lectures entre elles comme une revue de littérature. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire, c'est que en commençant à noter dès le passage de la fiche de lecture quels sont les auteurs mobilisés dans l'article, quels sont les auteurs discutés ou controversés dans l'article, ou même quels sont les auteurs que nous, en tant que lecteurs, on connaît qui pourraient contredire ou renforcer ce qui se dit de l'article, juste en notant ces informations-là, la fiche de lecture, quand elle sera utilisée par la suite pour l'écriture, pourra servir à justement articuler les lectures entre elles. Mais c'est un usage qui viendra après et elle aide à faire cela. Mais le but, c'est effectivement pas, en fait, une fiche de lecture n'est effectivement pas une revue de littérature. Et c'est pas ce que je vais vous dire. Donc, si c'était pas clair, je préfère le redire. Votre fiche de lecture, le but, c'est que ce soit simple et utilisable. Elle vous permet de faire des choses pour la suite, mais c'est pas censé être un document qui remplace, qui fait tout. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres étapes et d'autres outils qu'il faut faire, et notamment la revue de littérature. Voilà. D'accord, je pense qu'il y avait un petit, c'était pas très clair parce que Oui, vous oui. avez utilisé à plusieurs moments faire discuter, donc en Oui. parlant de la fiche de lecture. Donc effectivement, peut-être j'ai pas. Non, non, mais je pense Voilà. qu'effectivement, c'était peut-être pas assez clair de mon côté, mais c'est pour ça, merci de l'avoir fait remonter parce que Merci à vous. l'objectif, c'est pas de mettre la pression à tout le monde en disant une fiche de lecture, c'est une revue de littérature avec absolument tout ce qu'on connaît dedans. Ce serait démesuré. Mais par contre, juste le fait, voilà, de noter un peu comment l'auteur utilise d'autres auteurs, etc. Pour la suite, ça permettra de commencer à savoir quand on devra faire une revue de littérature. Via la fiche de lecture, on pourra voir un peu comment est-ce que cet auteur-là déjà se positionne et comment est-ce que ça interagit avec d'autres lectures. Mais voilà, c'est vraiment un stade Je vois qu'on a une avant. question. Oui. Donc, vas-y, Bélo, tu peux prendre la parole. Bonjour à tous. Merci Cyril, merci Fanny pour vos présentations. Bien que je me suis connecté un peu en retard, je n'ai pas suivi celle de Cyril, mais d'après ce que j'ai reçu, j'ai pu capter avec Fanny, je trouve la discussion vraiment ou la présentation intéressante. Et moi, ce que j'ai fait, quand j'établis mes fiches de lecture, la discussion du texte, je la fais en dernière position. Je scinde la fiche en plusieurs positions, en plusieurs parties. Mais là où je discute l'idée principale et les différentes idées développées par l'auteur ou les auteurs, c'est à la dernière position où je mobilise encore d'autres auteurs maintenant pour soit l'appuyer ou le contredire. Et à la fin aussi, moi aussi, je me positionne par rapport à ce qu'il a dit. OK, qu'est-ce que je trouve d'intéressant? Et bon, voilà. Et je prends les aspects, comme vous l'avez dit, tel aspect me permet de lire tel point de ma thèse ou de tel point de l'article sur lequel je travaille. C'est comme ça que j'articule. Bon, c'est une façon de faire, mais je ne sais pas si on peut la prendre comme étant ou bien on peut aussi, au fur et à mesure qu'on développe les idées de l'auteur, maintenant on les discute. Au fur et à mesure, dans sa fiche de lecture, j'aimerais dire, au fur et à mesure que je développe ces idées, maintenant je mobilise d'autres auteurs maintenant pour les discuter. Bon, je ne sais pas laquelle de façon est la bonne, mais chacun, je pense, peut se débrouiller. Et Hayat aussi a développé la question de la méthodologie. Effectivement, la méthodologie est très importante parce qu'elle permet aussi, elle peut être, comme on dit chez nous, c'est un point d'attaque maintenant pour attaquer les textes de l'auteur. Parce que la méthodologie, elle permet de voir la méthode que l'auteur utilise pour traiter ces phénomènes. Est-ce que c'est la méthode la mieux adoptée ou bien elle a des insuffisances? Donc, à travers la méthodologie, je me dis, ça serait intéressant aussi de l'évoquer dans sa fiche parce que vraiment, c'est sur ça que l'auteur se base maintenant pour construire son argumentaire. Donc, si on oublie ça, ça ne serait pas du tout intéressant. Bon, voilà ce que j'ai à dire. Merci vraiment pour vos présentations. Merci. Donc,
peut-être juste très rapidement, je sais que ce n'était pas forcément une question, mais effectivement, chacun adapte comme il veut la discussion ou pas. Par contre, je vous invite juste à réfléchir aussi ça dépend peut-être de ce que vous lisez. Quand vous lisez un article, c'est facile de discuter tout à la fin, mais si c'est un livre qui fait 300 pages, peut-être scinder et discuter au fur et à mesure peut être plus facile. Vraiment, ça dépend du contexte, de ce que vous lisez et de qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Voilà. D'accord, merci beaucoup Fanny. À toi la parole, Cyril. Voilà, merci beaucoup pour la parole remis. Je félicite les présentatrices. En tout cas, nous avons beaucoup appris par rapport à la fiche de lecture et c'est une belle expérience. Juste un commentaire que j'avais, surtout par rapport à la connexion qui existe entre la littérature et le terrain. Parce que je pense que quand on lit aussi, ça doit nous inspirer à un questionnement, à des hypothèses qu'on doit élaborer pour en arriver justement à voir si nos hypothèses sont confirmées ou infirmées. Mais également, ça nous permet de connecter, disons, la littérature et le terrain. Parce que dans une analyse de recherche, nous avons besoin de voir un peu comment est-ce que nos résultats peuvent être consolidés ou bien infirmés par la littérature. Voilà. Bon, sur la méthodologie, hein, comme l'a dit Ayet, je pense qu'elle a une double pertinence. Bon, la première, c'est qu'elle peut nous permettre justement de voir comment est-ce que l'auteur valide la scientificité de son travail, de ses résultats, de ce qu'il avance. Mais également, je pense que ça nous inspire sur comment est-ce que nous aussi, quand nous allons faire notre recherche, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces auteurs-là pour peut-être faire la collecte. Voilà. Maintenant, bon, j'avais juste deux questions, donc relatives un peu à, disons, la façon dont on doit articuler les fiches de lecture. Parce que je crois qu'on peut faire plusieurs fiches de lecture, mais nous sommes dans un contexte parfois où nous faisons, par exemple, des revues de littérature thématique. Donc là, quelles sont les recommandations que vous donnez pour qu'on puisse, disons, articuler ces fiches de lecture-là pour ne pas aussi, disons, organiser dans tous les sens? Parce qu'on a une revue thématique à faire, par exemple, et il y a plusieurs fiches de lecture. Est-ce qu'il faut d'abord définir des thématiques et après faire des fiches de lecture spécifiques à des thématiques? Ou bien, voilà, quelles recommandations vous donnez? Voilà. Ça, c'est la question. Maintenant, j'avais aussi une autre remarque aussi. Par rapport aux articles, on a tendance à voir que il y a des auteurs même, ils font aussi disons, des revues de littérature dans leurs articles. C'est-à-dire, ils font des positionnements différents d'auteurs pour montrer que par rapport à telle question, elle a été abordée dans tel sens, etc. Donc là aussi, je pense que ça peut être intéressant de l'intégrer dans notre fiche de lecture, bon, de façon résumée pour voir un peu quelles sont les différentes positions que l'auteur défend par rapport à sa revue. Voilà. Donc, c'était ça les commentaires que j'avais. Et la question, c'est de voir aussi comment articuler les fiches de lecture. Merci. Cyrine, est-ce que tu veux répondre ou je réponds? Vas-y, Fanny. Ok. Donc, par rapport à la revue de littérature qui peut apparaître dans certains articles, si effectivement vous voulez la mettre dans la fiche de lecture parce que ça vous donne clairement les auteurs utilisés, comment est-ce que l'auteur justement fait cette revue-là, n'hésitez pas, je pense que c'est intéressant. Après, comment articuler les fiches de lecture pour faire une revue de littérature? Alors, j'espère que j'ai bien compris la question, je ne suis pas sûre. Mais en fait, pour moi, il me semble vraiment que déjà, revue de lecture et fiche de lecture, c'est deux choses différentes, ça c'est clair. La revue de lecture, c'est soit une partie d'un article ou d'un livre, soit un texte en soi. Mais on est déjà dans un texte qui est quasiment finalisé, en tout cas sous sa forme finale. Tandis que la fiche de lecture, ça va être vraiment un outil pour extraire les données des lectures et après les utiliser dans votre écriture. Donc, si vous devez faire une revue de littérature thématique, c'est-à-dire faire une revue de la littérature qui existe sur une thématique, bon, déjà, il faut définir votre thématique, enfin, quel est votre sujet. Ensuite, il faut faire une recherche bibliographique qu'on n'a pas forcément abordée ici sur comment faire, mais enfin, si Cyrine quand même en a parlé, mais justement, essayer de chercher sur des sites spécialisés quels sont les écrits qui ont été publiés sur cette thématique, sur cette question, donc de manière assez large pour ne pas se limiter, et ensuite de plus en plus précise sur votre sujet, donc votre thématique. Et quand vous aurez défini un peu ces lectures-là qui vont être utilisées dans votre littérature, il faut les lire et il faut les ficher en faisant des fiches de lecture. Et une fois que vous avez fiché ces différentes lectures,
vous allez pouvoir après, dans le travail d'écriture, mobiliser vos fiches de lecture. Donc ça, on l'a évoqué, mais on n'a pas forcément parlé sur comment passer de la fiche de lecture finale à l'écriture, parce que peut-être sûrement il va y avoir des séminaires des webinaires sur l'écriture scientifique en tant que telle. Mais en tout cas, une fois que vous avez vos fiches de lecture, vous allez pouvoir extraire des données de chacune de vos fiches. Donc par exemple des arguments, des citations. Quand vous voulez citer un auteur, vous aurez justement ses arguments, son positionnement, etc. Et ensuite, donc de chacune de ces lectures, vous avez fait des fiches, vous vous êtes approprié les données, vous allez pouvoir les faire discuter entre elles et pouvoir un peu pas comparer les auteurs, mais voilà, faire une revue de la littérature en expliquant que tel auteur dit ça, celui-ci dit ça, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, la fiche de lecture, c'est juste un outil qui vous permet d'extraire les données importantes pour pouvoir après les remettre dans votre propre écriture. Parce que si vous faites ça directement de l'article, en fait, vous n'avez pas décortiqué, traité, analysé l'article. Voilà. N'hésitez pas si c'est pas clair ou si ma réponse n'était pas claire. Mais du coup, oui, pour moi, c'est ça. C'est après, vous avez votre document, que ce soit écrit Word, Excel ou autre. Et de chacune de vos fiches de lecture, vous piochez les éléments pertinents et les données qui vous intéressent et les théories, les arguments. Vous les mettez dans votre document d'écriture. Et puis, vous les organisez en plan, vous les faites articuler entre eux, vous faites l'écriture, quoi. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que ça peut être très long, mais voilà. Merci beaucoup, Fanny. Donc, on va peut-être répondre les 2 dernières questions, mais avant de prendre les questions, donc il y a encore 3 mains levées. Il y a une question dans le chat donc, de Martin Moyenga sur l'utilisation de la fiche de lecture. Est-elle la même lorsqu'on procède par une approche inductive ou hypothético-déductive? Donc, c'est ça la question. Est-ce que c'est la même lorsque on procède par une approche différente? Est-ce que c'est la même fiche de lecture? Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors très sincèrement, j'ai travaillé qu'avec de l'inductif vu que je suis en anthropologie, donc je ne sais pas trop quelle serait la différence. Je pense que je vais peut-être laisser Cyrine répondre, mais juste avant ça, je pense qu'il faut voir à quel point, en fait, il faut qu'elle soit adaptée à votre usage, la fiche de lecture. Donc, si vraiment il y a une différence dans un texte très, je sais pas, je vais laisser Cyrine répondre. Si c'est un texte de biologie ou d'anthropologie, peut-être qu'il y a des différences. En tout cas, il faut l'adapter à votre propre usage, il faut qu'elle soit utile. Mais du coup, oui, Cyrine, vas-y. Oui, on a déjà discuté de ça avant quand on était en train de préparer cette présentation, Fanny. Bon, je sais pas, je veux pas dire des informations peut-être qui sont pas bien contextualisées enfin bien contextualisées, mais en fait, ma propre expérience, là du coup après mon expérience en biologie, c'est vrai qu'on ne traite pas le texte scientifique de la même manière quand on prend un texte en biologie. Déjà, il y a des fois, la structure de l'article est différente. Généralement, entre un article en biologie, un article en anthropologie. Mais je crains que je n'ai pas vraiment la bonne réponse à ça. Et si quelqu'un parmi les participants peut répondre, n'hésitez pas. Moi, Voilà. je peux répondre Oui, peut-être. Hayat. Oui, vas-y, Je vas-y. pense que je pense que si on a une recherche hypothético-déductive en sciences sociales, hein, ce qui est le cas quand on a une recherche, par exemple, quantitative, la fiche de lecture reste sensiblement la même. Mais je pense que ce qui est différent, par contre, c'est quand est-ce qu'on lit. Dans l'inductif, peut-être, on lit beaucoup plus tard pour ne pas être complètement formaté par ces lectures. Mais après, la fiche de lecture, voilà, on va repérer les concepts, les hypothèses. Les principaux résultats, je pense qu'il n'y a pas de grande différence, hein, donc voilà, enfin, a priori, moi je dirais que c'est un peu le même type d'information qu'on va chercher, mais bien sûr, je parle ici de recherche hypothético-déductive en sciences sociales, hein. Euh, Par contre, voilà, sauf que bien sûr, on ne lit pas ni au même moment pour éviter effectivement
d'être trop influencé. Alors, puisque j'ai la main, j'en profite. Non, je voulais juste par rapport à Fanny, vous avez dit qu'il fallait classer. Effectivement, quand on avait trop de documents, il faut classer. Alors, le classement se fait par rapport à quoi? À des thématiques, à quoi? Par rapport aux théories qui ont été dégagées, par rapport aux perspectives de l'auteur, par rapport aux thématiques qui se dégagent de notre recherche. Voilà, parce que vous avez parlé de classement, ce que je comprends, parce qu'effectivement, parfois, bon, moi, par exemple, aux étudiants, je leur dis de faire des pochettes par thématique et de ranger leur fiche de lecture pour ne pas être après perdu et que ça soit plus simple à la rédaction après d'aller chercher la bonne information. Voilà. Mais comme vous avez parlé de classement, est-ce que vous pouvez nous préciser de quel classement vous parlez? Merci. Oui, pas de souci. Alors déjà, je pense qu'il y a 2 types de classement. Le premier, ça va être de classer les documents dans que ce soit, par exemple, vous avez dit le format de classement, ça peut être dans des pochettes si c'est des documents physiques, ou bien dans des dossiers si c'est sur l'ordinateur, ou bien dans Zotero, vous pouvez classer justement. Donc, la première chose, c'est de les classer pour savoir où ils sont, pouvoir les mobiliser à n'importe quel moment et pouvoir avoir une vision d'ensemble. Même si c'est, on va prendre l'exemple des pochettes, vous voyez quels documents sont dedans. Donc d'abord, c'est voilà, vraiment les classer en tant que tels, avant de parler de classement par thématique ou autre, pour pouvoir les retrouver et les remobiliser. Alors moi, j'avoue que j'utilise Zotero en ce moment, puisque je travaille sur ma thèse, et que vu le nombre de documents, j'avais pas envie de repartir dans des dossiers juste avec les PDF comme je faisais avant, ou bien des pochettes, mais ça dépend vraiment de chacun du format. Donc voilà, la première chose, c'est de les mettre sur le classement, enfin voilà, de les mettre dans le logiciel. Donc déjà, ils sont présents là, ils sont bien référencés, je peux les retrouver. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en tant que classement, je pense que ça va vraiment dépendre de chacun et de comment chacun travaille. Il me semble que le plus utilisé, parce que c'est peut-être le plus évident et le plus facile, et que c'est celui que j'utilise aussi, c'est effectivement classer par thématique, sachant qu'il peut y avoir des thématiques qui sont méthodologiques aussi. Et je pense que c'est peut-être dans ce cas, ça peut être, si c'est sur des formats physiques, ça peut être des petits post-it ou bien vraiment une thématique dans une pochette par thématique, ou alors mettre des codes couleurs selon quel thème se retrouve dans cet article, ou si c'est sur l'ordinateur, des dossiers thématiques, ou même sur Zotero, on peut mettre des tags qui sont le même principe que des post-it, et qui permettent après, quand on recherche le mot-clé, je sais pas, Covid, je travaille sur les épidémies, et tout va ressortir. Et ça permet aussi d'avoir oui, de mettre plusieurs thématiques. Donc ça, c'est peut-être le plus simple. Après, si on peut avoir d'autres types de classification aussi qui vont dépendre de quel texte on veut écrire. Donc là, par exemple, moi, je suis en thématique parce que ça me sert pour tout. Et pour une thèse qui est un travail vraiment très large, et c'est sur plusieurs années, ça permet de vraiment pouvoir classer différentes choses. Mais je peux aussi classer les documents par type d'article que je veux écrire, par exemple, si c'est effectivement, comme vous l'avez dit, un article méthodologique, ou ouais, je pense que ça dépend. Par exemple, je sais pas si beaucoup d'entre vous utilisent Zotero, donc je vais juste en parler une petite minute, mais par exemple, moi, Zotero, je trouvais que c'était pratique, mais c'était pas c'est pareil, c'est un outil, c'était pas très adapté à moi, mon utilisation, juste de créer des bibliothèques, des sous-dossiers, des sous-fichiers, parce que je trouvais que c'était un peu complexe et j'ai besoin de quelque chose de très visuel. Et du coup, j'ai intégré, on peut mettre des tags dans Zotero, mais en fait, on peut mettre des émoticônes, enfin des icônes, des petites images à la place des tags, et ça me permet de faire un classement avec des étoiles, par exemple 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, selon si moi, quand j'ai lu le texte, est-ce que je trouve intéressant, très intéressant, moyennement intéressant, en plus des thématiques. Donc après, ça dépend vraiment de chacun. On peut nous-mêmes, selon notre utilisation, créer nos propres classements. Mais je pense qu'effectivement, la thématique, classement thématique, c'est quand même la base, et surtout en sciences sociales. Après, il ne faut pas hésiter à mettre des codes de couleurs et des appréciations personnelles. Oui, pardon, je parle trop longtemps. Non, t'inquiète Fanny. Juste en fait pour donner un autre exemple de classement pour notre projet, par exemple, on a des objectifs, enfin on a un objectif transversal pour tous nos partenaires et des objectifs spécifiques. Et chaque objectif spécifique, il a des thématiques. Et on a mis en place justement un library group au niveau de Zotero. On l'a classé justement par thématique et objectif. Donc on a l'objectif
global, disons, et après les sous-objectifs, et chaque sous-objectif, on a des thématiques. Donc, il y a plusieurs façons de classer ces références, et il faut juste choisir la meilleure méthode, voilà, et la meilleure stratégie adaptée à notre objectif au final. Merci beaucoup, Cyrine. Donc, on va conclure avec donc tout d'abord Kia et ensuite Asma. À toi la parole, Kia. Merci. Donc moi, je voulais d'abord juste féliciter les deux intervenantes. Merci beaucoup. Je trouve qu'en fait, c'est un sujet dont on parle assez peu. Et puis, au début de ta présentation, Fanny, tu indiquais qu'en fait, vraiment, la lecture pouvait vraiment être une limite au niveau des enseignements académiques sur le continent africain. Mais je vois, en fait, en Europe aussi. Enfin, bon, moi, je suis formée en Belgique, mais je pense que vraiment, la question se pose un peu partout. Et je vois le travail. Alors, Fanny, je ne t'ai pas suivie dans la préparation de ce webinaire, mais je vois le travail que Cyrine a consacré en fait à la lecture pour assembler un maximum de références à mobiliser dans le cadre de cette présentation. En fait, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont écrites et beaucoup d'outils pragmatiques qui sont proposés. Donc, merci beaucoup à vous deux pour ce travail finalement de synthèse. Et je pense qu'en fait, Hayet, du coup, elle s'est sentie beaucoup interpellée, notamment, j'imagine, Hayet, par rapport à tes années d'enseignement de la méthodologie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait écho à la fois chez les enseignants. On parle souvent des jeunes chercheurs, mais je pense que les enseignants-chercheurs peuvent aussi mobiliser cette présentation, même s'il y a beaucoup de choses qui sont déjà apprises évidemment par ailleurs, mais mobiliser cette présentation qui sera disponible, je le rappelle, en accès libre dans notre boîte à outils en fin d'année. Et juste un petit mot sur ce débat qu'on a eu au début de la présentation sur finalement la différence entre la réalisation d'une fiche de lecture et une revue de la littérature. Et en effet, moi, je trouve qu'il y a quand même un lien dans le sens où une fois que l'exercice et que la discipline, elle est vraiment, enfin, comment dire, que l'exercice est acquis et qu'on lit, on lit, on lit dans le cadre soit d'un projet, soit d'une thèse, soit peu importe, d'une recherche, en fait, on monte comment est-ce qu'on peut dire, on monte en généralité tout de suite, c'est-à-dire qu'on lit un auteur et puis, comme le disait l'une de vous deux, je ne sais plus laquelle, on peut annoter dans la marge des choses, des parallèles, que ce soit par rapport à nos terrains, soit par rapport à d'autres lectures. Et finalement, c'est déjà un exercice de comparaison, voilà, de théorie, quoi. De dire, voilà, dans la marge, sur tel sujet, il y a tel auteur qui en parle, etc. Donc, il y a quand même, à mon sens, enfin, voilà, un rapprochement à faire. Plus on avance dans les lectures et plus on y va. Et puis, en discutant avec Cyril, on se rendait compte que finalement, ça se rapproche très fort d'une espèce de gymnastique, quoi. C'est comme, au début, ça peut paraître laborieux, il faut prévoir du temps. Les 5 questions dont Cyril parlait, de pourquoi est-ce qu'on lit, comment faire, etc. Finalement, l'objectif, c'est que ça devienne un automatisme. C'est comme la course à pied ou comme le foot ou n'importe quel sport. En fait, plus on en fait, plus on se sent à l'aise. Et voilà, ce dont je me suis rendu compte en écoutant Cyrine dans sa préparation de ce webinaire, c'était de me rendre compte de ça. En fait, finalement, c'est vraiment une discipline. Et voilà, simplement au départ, ça peut paraître comme une montagne et puis on peut y consacrer des heures et des heures à lire juste un papier. Et au fur et à mesure, on se sent plus à l'aise et puis on peut acquérir cette espèce d'équilibre dont Cyrine a parlé avec la rapidité puis l'efficacité dans la lecture. Donc voilà, je voulais juste encourager tout le monde dans cette démarche, même si au début, ça peut être compliqué. Je le vois hein, dans l'équipe, on peut consacrer beaucoup de temps à un papier. Finalement, plus le temps avance et plus en fait, on se rend compte qu'il y a des choses sur lesquelles on peut avancer plus vite. Voilà, Asma voulait encore intervenir, puis il y a Hichem qui est arrivé. Coucou Hichem. Euh, et voilà, je ne sais pas du coup. Hello. Donc voilà, à vous la parole. Merci. Alors, merci les filles, je vous remercie énormément pour cette présentation. Vous nous avez facilité vraiment la vie avec ce guide Ready to Use. C'est un sujet peut-être qu'on prend tous peut-être pour acquis, mais la réalité, c'est qu'on peut se noyer facilement. Et par rapport à ça, je voulais juste partager une astuce un peu pratique et certainement vous la connaissez les filles. Et c'est surtout pour les gens qui utilisent Zotero pour la gestion de leurs références et leurs biblios. En fait, quand vous cliquez sur l'article dans votre biblio sur Zotero, il y a une sous-fenêtre à droite qui apparaît. Il y a dedans une rubrique qui s'appelle Notes.
Et c'est là où vous pouvez écrire vos fiches de lecture et vous pouvez aussi mettre des citations dedans. Et ça sera vraiment plus facile de les mettre là au lieu de créer plusieurs documents Word et avoir tout dans un même endroit. Et vous pouvez les repérer facilement quand vous êtes déjà en train d'écrire votre texte scientifique. Sinon, si vous préférez écrire sur Word, vous pouvez créer une sorte de sommaire sous la forme d'un tableau et les classer selon vos besoins, selon la date, par exemple, la thématique, l'auteur et tout, pour mieux naviguer et repérer vos articles. Voilà, une petite astuce pour les gens qui peuvent se noyer facilement, comme moi. Et bravo les filles. Merci Asma. Merci. Et juste, j'en profite d'une petite autre astuce pour Zotero, qui, bon, désolé, c'est pour ceux qui n'utilisent pas. Depuis la nouvelle mise à jour, vous pouvez ouvrir directement vos PDF dans Zotero. Et donc, il vous ouvre une autre fenêtre. Vous pouvez surligner, mettre des annotations. Et après, il vous suffit dans la bibliothèque de faire un clic droit sur le document et de sélectionner « Créer une note à partir des annotations ». Et il va vous sortir tout ce que vous avez surligné et écrit pendant que vous lisiez directement en format note. Et en fait, pour faire des fiches de lecture, ça vous fait gagner énormément de temps parce que vous n'avez pas besoin d'écrire à la main le contenu à chaque fois du texte ou de faire copier-coller ou autre, ça le fait vraiment automatiquement. Donc, je pense que sur Internet, vous avez des explications sur comment faire si ce n'était pas clair, mais je vous invite à le faire pour ceux qui ont Zotero. Ça fait gagner énormément de temps. Encore aussi un petit tips concernant Zotero, vous pouvez aussi, si vous utilisez par exemple Google Drive, le document, pour avoir justement un document interactif par exemple entre vous et votre superviseur ou vous et les co-auteurs de votre article, vous pouvez rajouter directement l'extension au niveau de Google Drive, vous pouvez justement ajouter les citations et consulter aussi les documents en fait en temps réel. Donc, il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs tips. Et comme l'a dit Fanny, vous pouvez tous les retrouver sur Internet, sur YouTube. Et voilà. Voilà. Donc, je vais conclure. Merci beaucoup à tous. Donc, on a atteint 70 participants. Donc, je tiens à tous vous féliciter pour cet intérêt. Et donc, notre prochain rendez-vous, ce sera le 11 juin, donc sur l'exploration contextuelle pour une problématique de recherche solide. Donc, je vous invite toujours à nous suivre donc, sur nos réseaux, sur les appels à communication de l'Alliance SHS Afrique, sur la suite des webinaires. Et je tiens encore à vous remercier tout le monde et voilà, et je tiens surtout à remercier nos deux intervenantes pour cette démarche, pour cet outil, la fiche de lecture et voilà et tout. On a quand même passé plus de presque 2 heures sur cette webinaire. J'espère que la prochaine fois, on sera plus court, mais en tout cas, c'était très intéressant et je vous remercie à tous. Au revoir. Je ne sais pas si Merci quelqu'un à veut ajouter quelque tous. chose, mais la Ouais, prochaine merci. fois. Ouais.